Je partage mon écran et j'en profite pendant ce temps d'installation pour vous remercier de m'avoir proposé de prendre en charge l'organisation de cette table ronde dont le sujet me passionne énormément. Donc, le sujet de la journée, vous l'avez compris, c'est la souveraineté et nous, on va l'attaquer sous l'angle spécifique de la question des relocalisations mises en tension vis-à-vis du modèle dominant aujourd'hui qui est celui des chaînes de valeur globales. Avec moi, vous le savez, Alessandro Stanziani et Florence Palpacueur, avec qui on va essayer d'installer un dialogue. On va leur poser des questions aux deux et après, on va aussi essayer de le faire dialoguer directement entre eux avant de vous donner la parole. N'oubliez pas, si vous êtes, comme on est tous en ligne, si vous êtes sur Twitter, voici le compte de la SFM et l'hashtag de notre journée. Alors, en fait, les relocalisations, ce n'est pas un nouveau sujet. C'est un débat assez ancien qui est traditionnellement centré sur la question de l'industrie. Et en ce moment, on n'arrête pas de voir dans la presse ces chiffres, notamment les chiffres français, en termes de part de l'industrie dans la valeur ajoutée de la France, comparés aux cousins allemands qui montrent qu'ils font quand même mieux de la France en termes d'outils industriels. Mais là, on voit déjà qu'il y a une première nuance qu'il faudra essayer de saisir. On a un glissement entre relocalisation, qui présuppose un mouvement, un retour en arrière, et la question de l'industrialisation ou la réindustrialisation d'un territoire. Donc ça, c'est vraiment, ce sont les premiers débats. Déjà, en 2005, on avait un premier rapport d'économistes, Montagnier et Lorenzi, du Conseil d'analyse économique, qui faisait état du niveau de perte de vitesse de l'industrialisation en France. Après, il y a eu plein d'autres, le rapport Gallois et tout ça. Mais en fait, très récemment, je dirais pendant les 10 dernières années, on voit que le débat sur la relocalisation se déplace lentement et remonte à la chaîne de valeur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on parle plus seulement de relocalisation de l'outil, de l'usine, de l'outil industriel de transformation traditionnelle, en réunissant des enjeux à la fois géopolitiques et enfin la montée en urgence de la transition écologique, on parle aujourd'hui au niveau français, mais aussi au niveau européen, de la nécessité de relocaliser aussi les sources d'approvisionnement, les ressources notamment critiques, stratégiques, notamment pour les secteurs d'avenir. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis ici le secteur des batteries concernant le lithium ou toute la green tech qui ne cesse de se développer. Donc, on voit très bien que la relocalisation ne parle pas que d'usines, on parle aussi de l'amont, et donc des chaînes, et donc tout ce qui sont ressources critiques. Et vous me voyez venir, la pandémie a remis au goût du jour ces débats. Et on voit très bien qu'il y a eu des ruptures de chaînes d'approvisionnement, mais on le relie tout de suite à des enjeux géopolitiques. Donc, on voit que ce discours est toujours multidimensionnel. Il y a l'enjeu économique, mais il y a aussi des enjeux géopolitiques. Ce n'est pas une question française seulement. Biden, l'une des premières mesures, a lancé un groupe de travail pour essayer d'évaluer la dépendance de ces chaînes stratégiques vis-à-vis notamment toujours de ce grand pays qui n'est plus l'usine du monde, mais qui devient une puissance véritable parce qu'a intégré les maillons de la chaîne de valeur les plus stratégiques. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve beaucoup à considérer, même en suivant Latour, qui nous demande d'atterrir et de sortir de ces chaînes complètement désencastrées, les chaînes de valeur globale, on se retrouve à considérer qu'effectivement, la relocalisation pourrait être un peu la recette gagnante du monde d'après, en vertu du fait que ce soit plus résiliente, mais aussi, à nouveau, on retrouve toutes ces dimensions, les enjeux environnementaux, climatiques, parce que souvent les chaînes de valeur globale, la distance géographique amplifie aussi les externalités environnementales, mais aussi et surtout aujourd'hui, on y ajoute les enjeux sanitaires. Et on voit des secteurs, comme celui agroalimentaire, qui sont souvent mentionnés comme des priorités dans lesquelles il faut regagner cette souveraineté alimentaire. On y reviendra, notamment avec l'intervention d'Alessandro. Donc, au final, on peut considérer que les relocalisations sont considérées un peu, on peut les considérer un peu comme le nouveau mantra politique. Macron s'y est mis et il veut vraiment marquer tout récemment son discours autour de ces questions-là, même si en termes politiques, on avait déjà eu des affichages très forts, très volontaristes dans ce domaine, quelqu'un qui
qui l'a beaucoup poussé et qui après essaie de le pratiquer, ce Made in France. Peut-être il va revenir, on ne sait pas, mais ça, c'est tout un autre discours. Et donc, on peut se demander si effectivement, on a enfin une politique industrielle, enfin ambitieuse pour ces relocalisations. Bon, 150 millions d'euros pour les plans de relance, pour la réindustrialisation des territoires pour 2020. On ne va pas faire une évaluation de fond, mais disons que de tous les côtés, on voit vraiment un regain de ces débats. Néanmoins, il y a quand même des voix critiques, des voix qui nous amènent à considérer le fait que la réindustrialisation des territoires ne peut pas se décréter par le haut. On a eu beaucoup de, par exemple, je pense même à des lois récentes, comme la loi sur l'économie circulaire. Elle a beaucoup poussé la prise de conscience des consommateurs, mais elle a très peu développé des outils de politique industrielle. Donc, la question de la réindustrialisation a besoin quand même d'outils d'accompagnement et de déploiement sur le territoire d'un ensemble d'initiatives. Il y a d'autres qui essaient de tarir un peu cet enthousiasme pour la relocalisation qui serait porteuse d'emplois, en soulignant comment, en relocalisant des emplois, des activités liées quand même à l'essor de l'industrie 4.0, de l'automatisation des outils de production, en fait, on n'irait pas vraiment recréer de l'emploi en local. Et après, il y a aussi des difficultés évidentes, opérationnelles, qui dépassent les bonnes intentions. On l'a vu avec l'industrie pharmaceutique, il ne s'agit pas souvent de relocaliser l'outil de production. Si les sources, si les matières critiques sont quand même concentrées, peu importe qu'elles soient en Chine, qu'elles soient en Slovénie ou qu'elles soient en France, les difficultés d'approvisionnement restent les mêmes. Donc, il y a aussi un discours un peu simpliste en pensant que relocalisation amène nécessairement une souveraineté et une maîtrise et un contrôle. Et ce n'est pas si évident que ça. Et là, mes collègues en supply chain pourront nous aider à comprendre effectivement qu'il y a des enjeux bien plus complexes dans tout cela. Donc voilà, j'ai voulu un peu vous montrer comment, c'est pour ça que j'ai utilisé que des sources de la presse, pour vous montrer comment c'est un débat chaud, mais qui a beaucoup de nuances, de superpositions, de niveaux d'analyse. Et c'est pour ça que pour aborder ces questions, on a décidé d'avoir deux lectures, deux fils conducteurs un peu en parallèle, un avec un regard historique qui s'inscrit dans la longue durée et qui est proposé par Alessandro Stanziani avec une démarche un peu d'histoire globale et un peu une approche brodélienne dans la longue durée, qui va essayer de révisiter un peu l'évolution de la notion et du concept même, et des pratiques bien sûr, de souveraineté économique, en décentrant à la fois le regard en termes spatiaux, c'est-à-dire ce n'est pas la vision franco-française, mais on questionne au travers de différentes géographies et au fil du temps, bien sûr. Et il va centrer son exposé, notamment sur le prochain ouvrage qui va paraître bientôt pour Payot, sur les systèmes agroalimentaires à l'heure de l'Anthropocène. Donc, c'est ça un peu le terrain du jeu sur lequel il va essayer de décortiquer cette notion. Et après, on a Florence Palpacuer qui va, elle, essayer de décortiquer mieux cette mise en tension entre deux modèles qui seraient antithétiques. C'est celui des chaînes de valeur globale, dont on a décrié les méfaits, les externalités sociales, environnementales, le dumping qui opérait et qui sont par nature extractivistes, la nature prédatoire et tout ça, donc toute la globalisation non pas heureuse, et ce modèle alternatif. Elle va essayer de nous faire comprendre pourquoi ces deux modèles sont souvent opposés, quelles sont les pistes et quelles sont les possibles réalisations de ce changement de mouvement des chaînes de valeur globale à une reterritorialisation. Donc voilà, c'est un peu ce que nous avons au menu. Je vous invite, comme l'a dit Frédéric, à poser vos questions dans le chat. Et moi et Anne, qui co-organise avec moi cette table ronde, nous allons essayer de faire remonter vos questions. Et donc là, j'ai le plaisir de passer la parole à Anne, qui va vous présenter un peu plus dans le détail nos deux invités avant qu'on leur pose les questions. Merci beaucoup. Merci Valentina, bonjour à tous, chers amis de la SFM, chers collègues. Merci d'intervenir dans cette table ronde sur le sujet passionnant de la souveraineté, des relocalisations, des chaînes globales. Avec vous, nous avons en perspective une heure qui va passer très très vite. Permettez-moi donc de vous présenter rapidement avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet. Florence Palpacuer, vous êtes professeure des universités en sciences de gestion
à l'Université de Montpellier. Vous êtes codirectrice d'une chaire sur la gestion responsable et l'entrepreneuriat qui est financée par l'Agence nationale de la recherche. Avant d'être enseignante-chercheur, vous avez été consultante pour l'Organisation internationale du travail. Cela fait donc plus de 20 ans que vous étudiez les processus de mondialisation et leurs conséquences sociales. Florence, vous vous intéressez notamment au mouvement de résistance des travailleurs et de justice sociale dans ces chaînes de valeur mondiale. Et sur ces sujets, vous avez publié plus de 50 articles et ouvrages dans des revues académiques françaises et internationales. Nous sommes donc ravis de pouvoir bénéficier aujourd'hui de votre expertise. Merci beaucoup. Alessandro Stanziani, comme nous l'a dit Frédéric, vous n'êtes pas gestionnaire, vous, mais vous êtes historien. Et votre éclairage sur cette question de la souveraineté va donc nous être complémentaire et très pertinent. Alessandro, vous êtes directeur d'études à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, depuis 2008. Vous êtes également directeur de recherche au CNRS. Et sur ces thématiques qui vous passionnent, vous avez aussi enseigné dans de nombreuses institutions étrangères comme Columbia University, l'Université de Naples, de Berlin, de Stanford, de Princeton et de Tokyo. Au total, vous avez publié plus de 150 articles et chapitres d'ouvrages, dirigé 12 ouvrages collectifs et écrit 12 livres. Alors, il serait bien sûr trop long de les citer tous, mais votre dernier ouvrage, Les métamorphoses du travail contraint, porte sur l'histoire du travail forcé au travers des destins des serfs de Russie, des marins des empires français et britanniques ou des esclaves de l'océan Indien. Voilà, après cette courte présentation, je laisse maintenant la parole à Valentina pour une première question pour cette table ronde. Merci beaucoup, Anne. C'était passionnant d'écouter la vie de nos collègues racontée comme ça par toi. Merci. Alessandro, sans plus tarder, est-ce que tu peux effectivement essayer de nous décortiquer un peu l'évolution dans le temps de cette notion de souveraineté économique via les systèmes agroalimentaires notamment? Bonjour à tous. J'espère ne pas être trop un poisson pour d'eau et de faire simple parce que j'écris trop et je parle trop, donc comme tous les Italiens. Donc, je vais essayer d'être très court. En tout cas, un grand merci pour m'avoir impliqué dans votre journée et sur un sujet extrêmement passionnant. Là, je vais toucher vraiment, Valentina, un seul point. Ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'histoire globale, c'est juste la question de souveraineté liée à l'alimentation et aux denrées alimentaires et agricoles. Vous savez tous que c'est un problème brûlant de nos jours. Ce n'est pas juste une question d'import-export, c'est aussi une question de souveraineté nationale en présence justement de ce qu'on appelle des spéculations sur des denrées de première nécessité depuis le nouveau millénaire, et dont les profits et le volume de transactions dépassent nettement ceux de la bourse des valeurs proprement dites. Donc, c'est là une véritable nouveauté. Et ma question est, depuis quand et quelles sont les nouveautés, quelles sont les continuités par rapport à ce phénomène qui va avoir un impact majeur dans l'avenir. Il suffit de penser à l'épuisement des terres, non seulement dans les pays avancés du Nord, mais dans le Sud, mais également au problème de l'alimentation dans les décennies à venir. Alors, quand on dit quand ça commence, vous savez qu'il y a énormément de travaux ces derniers temps, aussi écrits par des scientifiques. Il y en a qui commencent à parler d'agriculture et des semences au néolithique, d'autres qui se limitent aux 20 dernières années. Moi, je jouerais entre les deux, dans la mesure où le néolithique est important, mais malgré tout, on n'est pas tous prisonniers des dotations initiales de semences comme Jared Diamond ou d'autres insistent ou mettent l'accent. Alors, quand est-ce que ça se passe et quand est-ce que ça change? Alors, de mon point de vue, on a trois périodes principales. Et ce n'est pas l'Anthropocène, mon entrée, ou bien ce n'est pas l'Anthropocène qui coïncide avec la révolution industrielle. Je vois dans ces questions trois grandes périodes. Une première qui va du XIIe siècle, en gros, le début du capitalisme selon Brodel, jusqu'aux années 70 du XIXe siècle, donc très tardif. Ensuite, une vraie période d'Anthropocène, 1870-1970, et une troisième période qui s'ouvre à la fin du XXe siècle et arrive jusqu'à nos jours. Alors, quelles sont les caractéristiques en matière de souveraineté
pour ces trois périodes. Alors, pour la première période, on a la chance de pouvoir avoir accès non seulement désormais à des sources écrites, non seulement dans l'archéologie, mais aussi quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est l'archéobotanique, la possibilité de pouvoir tracer par l'archéologie et la génétique les déplacements des semences des principales céréales sur tous les continents. Et c'est là où on découvre des croisements majeurs malgré la persistance de ce qu'on appelle, on pourrait les appeler les civilisations du riz en Asie, du maïs en Amérique et des céréales en Europe. En réalité, on découvre que très très tôt, il y a des connexions et des mélanges génétiques dès le XIIe siècle, voire avant, entre ces différentes formes de riz, de maïs et de blé. Et c'est très important de comprendre que la souveraineté à cette époque est une souveraineté des empires. Ce n'est pas une souveraineté nationale, il n'y a pas de nation, il y a des empires. Et la chose la plus importante est que ces empires ne sont pas juste une construction européenne. Vous avez des empires majeurs en Asie et des empires en Afrique, au moins jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Les empires appuient leur indépendance alimentaire sur des réserves céréalières qui, elles, sont dictées pas seulement par des questions de profit, mais également par une éthique de juste prix. Et on retrouve en Europe, comme en Asie, comme dans certains royaumes d'Afrique. Donc, une gestion tout à fait particulière et qui s'appuie sur une énergie qui, elle est avant tout animale et humaine, mais avec le bois qui joue un rôle majeur et le charbon qui joue un rôle dès le XVe siècle. Donc, de ce point de vue-là, on va le voir, cette indépendance, une souveraineté impériale n'implique pas une transition écologique comme on a souvent l'impression de l'entendre. On a plusieurs sources d'énergie qui coexistent pendant des siècles et jusqu'à nos jours, et ça c'est un point très important. Les marchés, pour les marchés, c'est très très important aussi. On ne faut pas penser, même des historiens le font, que 12e jusqu'au 18e siècle, on n'aurait pas de marché et surtout de l'autosubsistance, et les marchés arrivent après. Le modèle d'Amartya Sen, la différence entre disette et famine, marché et mauvaise récolte, en réalité, elle est pertinente et depuis le XIIe siècle. Donc, on n'a pas d'abord autosuffisance et ensuite marché, mais on a des formes de marché qui changent au fil du temps. Et c'est ça qui remet en discussion les notions même de souveraineté économique dans ce domaine. Donc, c'est plutôt la forme du marché. Et je renvoie aux études de Polanyi, déjà pour cette époque, plutôt que Sen, qui avait déplacé trop en aval cette coexistence entre marché réel, marché virtuel. Alessandro, on est encore en 1860, même pas encore. Je peux te demander d'accélérer un peu? 2 points. 1870-1970, on a des nouveautés. Les nouveautés sont lesquelles? Davantage de capital en agriculture au nord, mais ça reste une agriculture très intensive en travail au sud. Et on a la mise en place des premiers marchés virtuels, des bourses des marchandises avec des futures. Donc, ce n'est pas juste des produits à venir, c'est des produits qui n'existent pas et qui demandent une standardisation de la production agricole. C'est une première perte d'autonomie et de souveraineté dans la mesure où le grand commerce international, c'est lui qui pilote les bourses de commerce et les marchés virtuels et les futures. Mais ça, ce n'est pas une invention du capitalisme en général. Les futures sont admises partout, seulement à partir des années 70. Deuxième changement majeur, les semences et la génétique avec le mendélisme. Ce n'est pas les OGM, c'est les hybrides. Les hybrides demandent davantage de productivité. Ils sont produits en laboratoire, notamment aux États-Unis, et ils demandent beaucoup de fertilisants. Ça implique un contrôle de la production via ces semences de certains laboratoires du Nord, et ça commence pendant les années 30 du XXe siècle, sur le reste des producteurs agricoles, aussi bien dans le Nord que dans le Sud. Donc, c'est ça les deux grandes nouveautés des années 1870-1970. Et pour conclure avec la dernière partie, donc comme ça je vais très vite. Après 1970, qu'est-ce qu'on a? On a, du point de vue des semences, on a l'insistance qu'on met à partir de la fin du siècle sur les OGM, mais j'insiste, les OGM en réalité répondent à des problèmes qui étaient déjà posés par les hybrides, c'est-à-dire on a un contrôle de certains laboratoires du Nord,
une baisse des rendements, mais surtout, ce qu'on veut avoir avec les hybrides d'abord, les OGM ensuite, c'est la possibilité de limiter la production agricole ailleurs parce que les semences ont une durée de vie de 1-2 ans, pas plus. Après, il faut se réapprovisionner et comme il y a les brevets sur les semences, on ne peut pas se sauver. C'est là le véritable contrôle en matière de souveraineté. Deuxième nouveauté, c'est que désormais, des semences hybrides sont produites aussi dans certains pays du Sud. Après 1970, je pense à l'Afrique du Sud et au Brésil, d'où la nécessité pour les laboratoires européens et américains de produire autre chose que des hybrides, d'où l'origine véritable des OGM. C'est encore une fois une tension entre différents pays. Et troisième grande nouveauté à cette époque, c'est qu'à côté des spéculations, et vous les, savez, vous les connaissez mieux que moi, très importantes sur les denrées de première nécessité à partir des années 2000, on a une nouveauté, c'est le land grabbing, c'est donc les spéculations sur les transactions sur des terres sur l'ensemble de la planète. Et ça, c'est très important parce que ces terres ne sont pas mises à culture, premier, et deuxième, ce n'est pas juste les méchants pays du Nord qui produisent ces spéculations. Vous avez des land grabbing pratiqués par des entreprises indiennes, chinoises, japonaises et même du Brésil et d'Afrique du Sud. Et donc, dans ce contexte-là, on a une notion complètement nouvelle de perte de souveraineté dans la mesure où on ne contrôle pas la propriété des terres, on ne contrôle pas les semences et du coup, on ne contrôle pas les réseaux de production et de distribution à l'échelle mondiale. Merci beaucoup pour ce voyage dans le temps tellement intense. Florence, je me tourne vers toi. Je pense que tu vas avoir aussi une mise en perspective historique, peut-être avec un horizon moins long, mais pour questionner justement ces chaînes de valeur globale et comment ces notions de relocalisation se lient à elles. Et est-ce qu'on peut s'attendre à un véritable processus de relocalisation? Merci Valentina, merci aux organisateurs de cette journée et à toi de m'avoir fait confiance et de m'avoir proposé de participer à ce débat. Donc, je vais m'appuyer à la fois sur mes travaux et sur une vision un peu globale que je peux avoir de l'évolution de ces problématiques sur les chaînes globales de valeur. Certaines des choses dont je vais parler sont plus basées sur mes recherches, d'autres sont plus aujourd'hui des points de vue, des questionnements émergents par rapport à la situation plus récente sur laquelle on n'a pas encore tous les éléments, où moi, je n'ai pas encore non plus lancé de recherche à proprement parler. Et c'est vrai que là, on est rentré dans une période où on a une forte remise en cause du modèle de ces chaînes globales de valeur avec la crise du Covid, à la fois à cause des enjeux de sécurité des approvisionnements que tu soulignais tout à l'heure, notamment sur les masques, mais aux États-Unis aussi sur des denrées de base, et notamment le PQ, qui a fait qu'après, il y a eu cette ruée par les réseaux sociaux. La peur de manquer s'est transmise ailleurs, mais aux États-Unis, il y a eu effectivement des pénuries. Et on a vu aussi, avec plus d'acuité, les problématiques sociales liées aux conditions de travail dans ces chaînes se poser du fait de l'annulation des commandes ou de l'arrêt du travail. Donc, l'annulation des commandes par les grandes entreprises du Nord, qui ont laissé sans ressources les usines du Sud et surtout les travailleurs qui ont très peu de protection sociale. Et dans certains cas, l'arrêt des usines, comme ça a été le cas pour les travailleurs migrants dans les pays du Golfe qui se sont retrouvés confinés dans des situations critiques. Aujourd'hui, les ONG montrent que le problème majeur qui se pose pour les travailleurs de ces chaînes, c'est la faim, en fait. C'est la faim, donc il y a des enquêtes qui montrent que les gens témoignent du fait qu'ils vont se priver d'un repas par jour pour pouvoir nourrir leurs enfants. Donc, on est sur des situations, on savait que les conditions de travail étaient très problématiques dans ces chaînes, mais et là, ça atteint quand même les conditions deviennent particulièrement aiguës. Et puis, le volet environnemental aussi qui a mis en cause la durabilité de ce modèle avec... on a vu ressortir en fait, dans les médias des questions sur lesquelles les chercheurs alertent depuis une vingtaine d'années liées à la destruction de la biodiversité et au risque croissant de pandémie que ça peut amener dans les sociétés humaines. Donc, la question de la relocalisation, effectivement, elle n'est pas nouvelle,
autour des chaînes globales de valeur, dans la mesure où on la voit émerger. Alors moi, je remonte qu'aux années 90, mais déjà, il y avait tout un discours. On voyait des entreprises qui étaient données un exemple, qui avaient fait l'expérience de délocaliser, et puis qui disaient, alors c'était souvent des entreprises de taille moyenne ou petite, et qui disaient, entre les problèmes de coordination, de logistique, les coûts, la qualité, je ne m'y retrouve pas, je rapatrie la production. Donc on avait cette problématique autour de stratégies de niche qui allaient cibler la qualité qui pouvait, plutôt que les coûts, et qui du coup offrait une alternative pour développer, pour relocaliser en fait, une alternative aux chaînes globales de valeur. Après, on a vu revenir en force cette question, et on a eu des débats. Il y a eu une journée de la SFM où ça a été débattu, c'était en 2017 si je me souviens bien, autour des potentiels des technologies, l'industrie 4.0, l'impression 3D, qui allait permettre aussi de ramener dans les pays du Nord les emplois industriels. Et comme vous pouvez voir sur cette courbe que Valentina a projetée, le commerce international, il n'est pas vraiment affecté. On a cette courbe de croissance qui se poursuit, qui avait démarré avant, mais qu'on voit assez régulière sur les années 2000. Et ce qui va mettre vraiment un coup de butoir, on peut dire, sur l'expansion des chaînes globales de valeur, c'est la crise financière de 2008. Et on voit qu'après cette crise, en fait, on ne va pas récupérer les taux de croissance, d'expansion du commerce international qu'on avait avant. Et donc, qui a fait dire à pas mal d'observateurs qu'on rentrait dans une phase de maturité. Sinon un point d'inflexion, du moins une phase de maturité sur la croissance de ce modèle de globalisation. Et on voit sur le schéma ici, alors c'est encore des données de projection, mais on voit que la crise Covid avec les confinements est un deuxième coup de butoir important sur ce modèle, et qui vient confirmer que en fait, la croissance, les décennies de croissance qu'on avait vues depuis les années 80, aujourd'hui, voilà, on n'est plus sur cette phase, et on rentre dans une période plus d'incertitude et de contestation du modèle, avec aussi la montée des populismes et des réflexes protectionnistes qui se font jour dans diverses parties du monde et ont pu donner lieu aux guerres commerciales entre les États-Unis et la Chine notamment. Donc, est-ce que cette fois-ci sera la bonne? On pourrait se demander. Et c'est vrai qu'on dirait qu'on a une vraie fenêtre d'opportunité. On a eu l'impression d'avoir une vraie fenêtre d'opportunité pendant le premier confinement, quand on a vu émerger tous ces discours sur le monde d'avant et le monde d'après, et l'idée que vraiment le moment était venu d'une remise en cause fondamentale de cette économie globalisée et de tous son manque de viabilité sur les aspects sociaux, environnementaux, et même effectivement de souveraineté économique des pays. L'impression, moi, mon point de vue, c'est qu'on a vu un peu cette fenêtre se refermer autour d'une gestion assez autoritariste et sécuritaire de la crise, qui privilégie la continuité de fonctionnement des CGV, puisqu'on voit dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, notamment, alors, quel est le modèle l'économie qui se porte très bien dans le contexte de l'année qu'on vient de traverser, c'est celle des grandes plateformes numériques qui sont alimentées derrière la magie du virtuel des commandes sur Internet par des chaînes globales de valeur qui passent par des centres logistiques et de la production de masse qui est réalisée dans ces filières mondialisées. Donc, c'est vrai que mon point de vue sur la capacité, malgré quelques initiatives gouvernementales pour pousser à une réindustrialisation, ces initiatives, il me semble, s'opèrent de manière relativement déconnectée d'un cœur de l'économie qui reste structuré autour de ces chaînes, et d'évolution, de choix qui sont faits dans les politiques gouvernementales qui vont plutôt vers la sécurisation de ce modèle plutôt que vers une remise en cause fondamentale. Donc, on a vu quand même émerger des problématiques d'adaptation, des stratégies d'approvisionnement notamment, mais on est plus sur l'idée qu'il est important de diversifier les approvisionnements pour pouvoir faire face au choc, que de repenser vraiment le modèle d'approvisionnement globalisé. Et récemment, il y a eu par exemple des projections de l'OCDE sur la production de masques qui disaient, bon, on a fait des simulations, si chaque pays envisage de produire à nouveau, d'être autonome sur sa production de masques, ben, ça va être beaucoup trop coûteux, c'est-à-dire que la théorie des avantages comparatifs continue d'avoir la peau dure. Et les efficiences très fortes du point de vue des économies d'échelle que les chaînes globales de valeur permettent de réaliser
reste un élément, une sorte de verrou qui rend, à mon avis, la transformation volontaire de ce modèle par les acteurs qui le gouvernent sous des facettes économiques, politiques ou financières très difficile. Merci beaucoup. Donc, on est en recherche de recommandations, de visions possibles pour enclencher cette transformation. Donc, je me tourne vers Alessandro. Il n'y a pas tous les historiens aiment être un peu normatifs, faire des recommandations, mais je pense qu'Alessandro, avec son passé plutôt d'économiste, a peut-être des propositions à partager avec nous. Comment tu vois, par rapport à ton diagnostic de tout à l'heure, une voie de sortie pour les systèmes agroalimentaires de ces formes qu'on l'a vu, très assujetties à une spéculation, les brevets des semences, la génétique et tout ça. C'est quoi les pistes potentielles pour s'en sortir? Alors là, je prends des risques volontairement et j'y vais. Alors, sans doute, mon orientation n'est pas Woody Allen et Café Society, si vous vous rappelez ce film, c'est-à-dire rechercher dans le passé quelque chose de bien. Je suis assez sceptique. Il n'y avait pas de l'agroécologie avant le capitalisme. Au contraire, il y avait beaucoup de servage, d'esclavage et finalement, on était assez polluant avant. Je ne suis pas non plus en train de rêver d'un retour au régulationnisme des 30 glorieuses. C'est bien de réguler les marchés, mais en même temps, on oublie qu'on a incité à fond la consommation, que mes semences hybrides sont aussi un résultat des 30 glorieuses, et on oublie les inégalités nord-sud et hommes-femmes pendant les 30 glorieuses. Donc, j'éliminerai aussi des fausses pistes, comme on est trop de monde sur Terre. La croissance démographique est en train de ralentir. Je ne dis pas que c'est à la baisse, mais le taux de croissance ralentit. Et le problème, ça reste, c'est lui qui avait évidencé scène, c'est une question de distribution, beaucoup plus que de capacité de production. Par contre, plusieurs parmi vous travaillent sur le gaspillage. Vous savez mieux que moi que le gaspillage se propose en aval dans les pays développés, en amont dans les pays en train de se développer. Et en même temps, dans les deux cas, on a des raisons très importantes. Dans les pays du Sud, par exemple, on incite et on donne des soutiens pour l'achat de nouvelles semences et on ne mise en rien sur le stockage. Donc, on produit et on jette énormément, mais encore une fois, parce que c'est ce monopole sur les semences et ses intérêts qui poussent dans une certaine direction. Donc, les mesures que je pense pourraient être intéressantes sont les suivantes. Ce sont des mesures qui ne visent pas juste à préserver les dégâts, non pas à limiter, mais à reconstituer. Mais à reconstituer de quelle manière? Actuellement, on a des soutiens fiscaux et des crédits carbone pour reconstituer des forêts en Amazonie, par exemple, rachetés par Total, et après on chasse avec la force les populations locales parce qu'elles n'ont pas le droit de faire de la cueillette parce que Total a besoin de racheter ces crédits carbone. Donc il y a là un véritable problème de gouvernance internationale. Mesure. Les spéculations sur les denrées alimentaires, après tout, elles ont été interdites pendant des siècles et ça n'a pas empêché le capitalisme de fonctionner, les marchés de fonctionner. Jusqu'aux années 1870, pendant des siècles, les marchés sous les futures, ça a été interdit. Ils ont été admis pendant 20 ans. Ils ont été interdits à nouveau avec la Première Guerre mondiale entre les deux guerres. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très ponctuel et qui a été complètement libéralisé seulement à partir de la fin du XXe siècle. Et sans lesquels on pourrait très parfaitement marcher. Donc, du coup, première mesure, il faut revenir sur les bourses des marchandises et sur les futures et sur les échanges de produits alimentaires virtuels. Ces mesures ont été interdites et elles peuvent être interdites. Évidemment, j'y reviendrai, il faut voir par qui. Deuxième, les spéculations sur les terres mondiales, c'est aussi un phénomène récent. Il faut des accords internationaux. Ils sont possibles, ces accords, mais il faut également des récupérations des commandes dans les pays du Sud, des commandes toujours importants et dans lesquels les communautés locales ont leur mot à dire. Et actuellement, il y a un mouvement très important international global des communautés locales pour défendre les commandes vis-à-vis de ces land grabbing qui se développent à l'échelle internationale. Dernier est très important, ma fixation sur les semences. C'est là un point essentiel et il y a deux mesures. Une première, c'est un retour à une recherche véritablement publique et fondamentale. Dans les semences, comme dans d'autres domaines, on a eu ces soi-disant partenariats
entre INRA et institutions et entreprises privées, dans lesquelles, tout simplement, on avait l'appropriation de ressources publiques par des entreprises qui ont ensuite déposé leurs brevets sur des semences comme on est au Sud. Il faut revenir à une véritable recherche publique financée par les pouvoirs publics et ensuite suivre des pistes qui ont été avancées par de nombreux OGM et même par l'UNESCO, c'est-à-dire les semences, patrimoine de l'humanité. On ne peut pas breveter les semences, ce qui n'empêche certainement pas l'innovation. On a en histoire désormais énormément de travaux qui montrent que même sans les brevets, et notamment dans l'agroalimentaire, on peut avoir des innovations, mais des innovations qui soient intéressantes pour reconstituer les ressources et pas juste pour augmenter les rendements. Donc, mes 3 points sont si simples et en réalité, pour qu'ils soient viables, il faudrait effectivement une réforme des institutions représentatives dans lesquelles aussi bien à l'échelle nationale qu'européenne qu'internationale, les communautés locales et leur mot à dire, en particulier dans ces domaines. Merci beaucoup, Alessandro. Donc, beaucoup plus de processus démocratique pour définir les règles du jeu commun, si je comprends bien, vers des communs. Donc, pardonnez-moi le jeu de mots, mais je pense que cette vision des communs traduit bien cette perspective future. Florence, j'aimerais bien continuer un peu dans cette lignée. Qu'est-ce qu'il a été fait? Comment est-ce que c'est justement maintenant qu'on parle des méfaits des chaînes de valeur globale? Quelle a été un peu l'histoire, si tu veux, des essais de régulation de ces chaînes de valeur globale? Est-ce qu'on a utilisé beaucoup de mesures contraignantes, la hard law? Est-ce qu'il y a eu beaucoup le pouvoir politique, la political CSR des grands groupes et tout ça, ou le rôle de la société civile, le conseil à laquelle tu t'es beaucoup intéressé? Comment l'évolution de la régulation des chaînes de valeur globale a donné ou pas des fruits? C'est vrai que si on prend un point de vue historique, on a des mouvements, enfin des impulsions du pouvoir public auxquelles réagissent les ONG, les entreprises. Enfin, il y a une sorte d'effet en chaîne un peu comme ça. Et c'est vrai qu'au départ, ce sont les politiques de libre-échange qui ont permis le déploiement des CGV. Donc, les États qui ont accepté d'ouvrir leurs frontières et de créer des interdépendances économiques avec au départ l'intention louable d'amener un contexte qui favoriserait la paix à la sortie de la Seconde Guerre mondiale en créant des interdépendances économiques entre les pays et qui est sous l'impulsion de ce qui était à l'époque le GATT. Et c'est donc si je pars de la question de la régulation sociale sur les enjeux sociaux et environnementaux, c'est à peu près avec une dizaine d'années de décalage, la société civile, les mouvements sociaux qui avaient déjà des connexions entre Nord et Sud, au sein de mouvements féministes ou d'aide au développement ou syndicaux, qui vont se connecter, partager l'information sur les conditions de travail au Sud et les liens pour approvisionner les grandes marques du Nord, et qui vont construire comme ça, se rassembler dans des coalitions et créer les premières campagnes qui vont questionner la responsabilité des marques. Et c'est la première fois qu'on voit sur la société civile se tourner vers les entreprises plutôt que vers les gouvernements pour traiter des droits fondamentaux, des droits humains fondamentaux. Et les entreprises vont répondre de façon totalement inattendue pour les ONG. Comme elles étaient attaquées sur leur image de marché, elles répondent par des signaux de marché et toute la RSE en fait se déploie que dans une logique qui lui est propre et qui envoie des signaux sans que les pratiques d'approvisionnement changent à proprement parler dans leur logique économique de coûts, délais, etc. Et c'est en constatant ce découplage entre la RSE et les pratiques d'approvisionnement que la génération suivante des campagnes de la société civile va se tourner. Oups, excusez-moi. Alors là, bravo. Voilà. Va se tourner vers les États. Donc, la génération la plus récente d'évolution pour réguler ces chaînes globales de valeur, poussée sous l'impulsion de la société civile, c'est d'arriver à avoir de la régulation contraignante, et ça va un petit peu dans le sens de ce que disait Alessandro. Et on a notamment un groupe de travail intergouvernemental qui est ouvert au niveau des Nations Unies pour développer un traité contraignant qui appliquerait
à travers des règles contraignantes, ce qui reste des bonnes pratiques et des principes directeurs aujourd'hui au niveau des Nations Unies sur la responsabilité des entreprises sur leur chaîne d'approvisionnement. On a eu la loi devoir de vigilance des multinationales en France, qui est passée en 2017, directement sous l'impulsion de fortes campagnes de la société civile auprès notamment des députés. Et alors après, ce qui est un peu... donc, il y a des avancées réelles dans ces domaines-là, et en même temps, ce qui est questionnant, c'est que les États, sous la pression de la société civile, réagissent en créant de nouveaux cadres de loi qu'on pourrait qualifier d'hybrides dans la mesure où ils ont un caractère contraignant, mais ils ont un socle qui repose sur la responsabilité pour l'entreprise de surveiller les risques dans sa chaîne d'approvisionnement, qui est au départ une posture RSE, si on peut dire. Donc, on est un peu sur une nouvelle génération d'approches RSE, mais qui sont incarnées dans le droit et qui laissent encore, en fait, qui sont encore très limitées pour produire une véritable régulation et arriver à des situations sociales, a fortiori environnementales, plus pérennes. Au niveau de la société civile, aujourd'hui, on a des initiatives multiples, ça fait un petit peu écho à ce que disait aussi Alessandro, pour repenser les filières et reconstruire des filières plus ancrées dans les territoires. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les difficultés d'une transformation volontaire de ces chaînes globales de valeur, c'est vrai qu'on a à côté, enfin, c'est plus à travers le rapport de force politique qu'on peut envisager d'impulser un changement. Et il y a aujourd'hui des mouvements sociaux qui sont engagés dans ces problématiques-là, mais qui historiquement ne sont pas les mêmes que ceux qui sont allés se positionner sur les chaînes globales de valeur. On pourra en discuter plus dans les questions, je ne voudrais pas trop... Oui, je vous remercie beaucoup. Effectivement, je pense que vous vous rejoignez sur pas mal de points. Et il est 10h15, donc je propose, on a quand même des questions, je propose qu'on commence à recueillir ces questions. Anne, tu veux? Alors, une première question